Alors bonjour, nous sommes Kodact, Michel Descoster et André Descoster. Nous allons vous parler de Python, qui est la pièce que nous espérions présenter à Sapporo. Donc Python n'est pas un nouveau projet, il a déjà 3 ans d'âge. Et ce qu'il faut s'imaginer, c'est une créature qui est une grande créature, un peu sous la forme d'un serpent qui est fermé sur lui-même, une sorte d'animal de 20 mètres de long qui bouge par contraction et dilatation dans l'espace et autour duquel se tiennent 4 personnages qui sont là comme des gardiens de cette créature et qui portent des haut-parleurs au bout de perches qui, eux, diffusent des rituels vocaux. Donc c'est une pièce qui pour nous était une nouvelle étape dans nos recherches qu'on mène depuis une vingtaine d'années avec mon frère sur les relations entre le mouvement et le son. Donc au niveau de l'aspect plastique de l'œuvre, en fait, cette créature est née de longues recherches sur l'élasticité des matériaux. Elle résulte d'un grand nombre d'expérimentations, de prototypes en atelier sur de quelle façon on arrive à mettre un corps en mouvement à partir d'une impulsion, d'une énergie très, très simple et de trouver comment une structure peut après se déformer de manière totalement imprévisible, avec une amplitude importante et surtout la capacité de pouvoir créer une information en temps réel qui va être après, qui peut être utilisée pour créer une œuvre musicale. Donc il s'agit de 140 chambres à air qui sont collées, vulcanisées ensemble et qui sont en fait divisées en segments entre lesquels se trouvent des moteurs qui vont tourner et créer des torsions dans l'ensemble. Et l'énergie va circuler dans cette matière et se faire contracter les tubes et puis à certains moments les libérer de manière imprévisible et créer des mouvements vraiment très organiques et très, très vivants, et ce qui permettra de créer un signal intéressant aussi musicalement. Ensuite, au niveau purement sonore, donc musical, pour moi, Python, c'est un moment fort de ma période sur la synthèse vocale. Donc, pour plusieurs pièces de Kodact et sur une période assez longue, j'ai vraiment fait des recherches sur comment on pouvait créer soi-même des voix humaines. À la base de cette période, il y avait j'avais en fait remarqué que lorsqu'on utilisait la voix humaine dans la musique, ça apportait une dimension très concrète et très émotionnelle au langage musical. Et donc, j'avais entrepris plusieurs recherches sur la plasticité de la voix humaine. Et donc, pour Python, on est dans cette voie-là, c'est-à-dire que l'idée, c'était de vraiment créer une voix humaine à partir d'éléments électroniques, donc sans avoir d'analyse au préalable, et simplement trouver une sorte de plasticité électronique qui s'approche au mieux de la voix humaine. Et en faisant ces tests, j'avais cherché on pourrait dire, la potentialité de mon système en cherchant à imiter certaines voix dans le répertoire des chants, par exemple. Et j'avais tenté d'imiter des particularités de la voix, comme des chants diphoniques, les voix tibétaines. J'avais ensuite essayé d'imiter certains rituels vocaux, comme les rituels des Inuits, ou bien des rituels d'Indonésie, qui sont vraiment des manifestations vocales super intéressantes, parce que, à quelque part, ce qui m'intéressait, c'est qu'on travaille vraiment sur le timbre de la voix et pas sur la signification de mots. Donc dans les rituels, plusieurs rituels du monde, on cherche plutôt à adapter un timbre de voix
à certaines manifestations, comme par exemple des voix qui seraient des voix gutturales, des voix inarticulées quand on s'adresse aux morts, etc. Parce que pour moi, l'idée, ce n'était pas de remplacer les chanteurs avec mon système, mais vraiment de créer des voix pour en faire une sorte de matériau qui serait à la base d'un travail électroacoustique interactif. Et en travaillant sur ces voix, étant donné que mon frère, lui, travaillait sur ce corps, cette créature dont il a parlé tout à l'heure, le thème était donné, c'est-à-dire on a réalisé que ce serait vraiment intéressant d'essayer de créer un projet en combinant cette créature primitive avec ces voix qui pourraient être une sorte de tribu qui chantent des rituels vocaux comme s'ils avaient capturé cette créature, et ensuite de créer donc tout un système interactif. Et c'est comme ça que fonctionne Python, c'est-à-dire qu'on va capturer l'ensemble des mouvements de la créature, et ensuite l'ordinateur va d'une part utiliser ces valeurs pour synthétiser des voix, et d'autre part il va utiliser ces valeurs pour organiser ces voix en chant, c'est-à-dire en faire de la musique en organisant les voix dans le temps et dans l'espace. Donc on est dans un système qui est assez traditionnel dans Kodak. Donc on travaille sur l'idée que le mouvement va contrôler la musique. Par contre, on a dans Python une nouveauté, c'est que le son n'est pas assigné au corps en mouvement, au corps cinétique, mais il est assigné à des éléments du contexte, donc à ces quatre gardiens de l'animal. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le serpent va lui bouger, et ensuite il va créer ces chants rituels qui vont être transmis par des haut-parleurs que tiennent les quatre gardiens. On a mis au point des algorithmes de conscience collective pour chercher à organiser les chants, ce qui était très intéressant parce que quand il s'agit de 4 personnes qui chantent ensemble, étant donné que ces chants seront en interaction avec les mouvements, il faut toujours qu'il y en ait un qui propose le chant, qui commence, les autres vont suivre ou s'arrêter, etc. Donc là, on a beaucoup cherché sur cette forme d'interactivité aussi entre les chanteurs. Et juste une chose importante, c'est que ce serpent, l'idée c'était pas de faire un serpent, mais c'était d'en faire une installation cinétique. En fait, elle est totalement autonome, c'est-à-dire qu'elle est gérée par des batteries, et elle peut se déplacer dans l'espace, elle peut aller rencontrer le public, et on a vraiment une forme de créature autonome en captivité, en semi-captivité, quoi. Ce qui donne beaucoup d'expressivité à la performance. En fait, pour nous, il s'agit d'un thème assez universel, parce que si on le prend en termes vraiment en sens figuré, il s'agit des racines, du ciel, cette dualité très importante qu'on retrouve beaucoup aussi dans la spiritualité. Donc cette relation quelque part entre le sol, la terre, la matière et l'univers, c'est vraiment l'interprétation de la matière et de l'univers qui ont une dualité qui a quand même marqué l'histoire de la science notamment. Beaucoup de chercheurs à l'époque de l'Antiquité ont cherché des relations, à chercher des nouveaux modèles de l'univers par rapport à la matière, par rapport au mouvement, notamment des Kepler, par Copernicus ou bien Pythagore même. Ils ont développé des façons de voir l'univers sous un aspect harmonique, harmonieux. Et en fait, si l'on réfléchit un petit peu plus loin, on se rend compte que cette thématique touche aussi vraiment notre travail, parce que nous sommes aussi en relation avec une matière, nous sommes en relation avec le mouvement, donc tout ça sont des thèmes qui ont aussi marqué la physique et qui ont été à l'origine des grandes lois fondamentales, je dirais, notamment sur la gravitation. Et nous, on travaille avec le mouvement, on travaille aussi avec beaucoup de types de forces, beaucoup de matière, et tout ça en relation avec l'autre pôle qui est celui de la musique. Et finalement,
on est juste, on est vraiment, cette thématique colle parfaitement à notre travail. Et d'autre part, peut-être pour s'approcher plus du projet Python, moi, comme mon frère, j'interprète la thématique du festival comme étant d'une part les racines, mais peut-être plus dans les traditions ancestrales. Donc là, je pense à nos rituels. Et d'autre part, The Clouds comme étant plutôt l'au-delà, plutôt plus spirituel. Et moi, c'est marrant parce que je trouvais vraiment intéressant de réfléchir à cette thématique, disons en aval de notre travail, et finalement de réaliser que le sens ou la signification de ces rituels va vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire que si dans les rituels vocaux, la plupart du temps, on cherche à déconstruire le langage, c'est-à-dire à travailler sur des voix qui sont des voix rauques, des voix basées sur l'inarticulation, des voix vraiment particulières, c'est quand même en général pour s'affranchir du commun des mortels, c'est-à-dire pour chercher une communication directe vers l'au-delà ou vers diverses divinités ou spiritualités. Donc à mon avis, on a vraiment ce sens vertical, cette élévation en fait entre ce qui est primitif, ce qui est tradition ancestrale et les divinités ou la spiritualité. Alors, lorsqu'on a appris que nous étions invités à Sapporo, c'était pour nous un grand plaisir, on était super contents de cette invitation. Il faut dire qu'on a eu plusieurs fois l'occasion avec Kodak de venir au Japon. Et chaque fois, on vient avec beaucoup de plaisir parce que c'est très intéressant pour nous. On côtoie beaucoup d'artistes japonais aussi. Et je pense qu'on a un langage aussi qui correspond un petit peu, qui va un petit peu dans le sens du langage artistique qu'on rencontre souvent au Japon. De fait, l'utilisation de la technologie ou du fait de travailler un peu sur cette soft robotique. Et donc, nous, on aime beaucoup ce qui se fait au Japon. Et voilà, donc on se réjouissait beaucoup de venir retrouver ces gens et de venir mettre à l'épreuve du public notre installation Python. Et puis aussi le côté paysage. Nous sommes des gens de la montagne, du froid. Nous aimons le froid, l'hiver, la neige. On aime faire du ski. Et puis Sapporo, c'est aussi un haut lieu du ski nordique notamment. On se souvient des Jeux Olympiques aussi. Enfin, on était petits, mais on se souvient que les Suisses avaient tout gagné. Et puis voilà, donc on se réjouissait de venir dans ce lieu unique. Et notamment, on avait aussi prévu déjà de mettre une paire de skis dans la palette de Python pour pouvoir profiter, quoi. Donc c'est vraiment une grosse déception, quoi. Alors c'est clair que la situation actuelle est très particulière. Depuis le début de l'année, on est dans un climat qui est très incertain au niveau de la culture. Et pour nous, peut-être, le changement le plus difficile à accepter, c'est simplement le fait de ne pas avoir la possibilité de présenter nos œuvres. C'est-à-dire que voilà, le plus intéressant pour nous, c'est de créer quand même des projets qui vont être mis à l'épreuve du public, qui vont être vus, etc. Et puis surtout de ne pas savoir dans le futur, en tout cas dans un proche futur, si on aura l'occasion de plus présenter. Donc pour nous, c'est un petit peu ce point d'interrogation. Et c'est clair que nous, on a un langage qui est celui de Kodak. On crée donc des grandes pièces, des grands projets. Peut-être que aussi on se pose la question. Peut-être dans notre façon de travailler, peut-être qu'il faudra voir les choses différemment et peut-être revenir dans des projets de moins grande envergure. À voir. Ouais, il faudra changer quelque chose, peut-être, mais économiquement, c'est vraiment, je pense, la principale problématique, elle est vraiment économique. Enfin, pour nous,
construit des machines qui coûtent, et qui sont chères, et on doit quand même réussir à les rentabiliser un peu. Et là, pour l'instant, ça ne marche pas. Donc voilà, on a aussi essayé depuis quelques années à communiquer avec d'autres domaines, nécessairement que celui de la culture, d'ouvrir et de pouvoir proposer aussi des compétences qu'on a acquis pendant 25 ans maintenant, et qui sont je pense, aussi utilisables ou intéressantes pour d'autres registres de la société, peut-être dans l'hôtellerie,